Bonjour et bienvenue à tous sur ce format intitulé Une bouteille à la mer. Allez, c'est parti, on va direct dans le vif du sujet. But, we have one stat that I quote, the autism stat, and you hear different numbers, but it's thousands. They say between 10 and 20,000. So if you go back 15 years ago, we had like nobody. It was 1 in 20,000. Now we have 1 in 34. Is that right? 34. So 34 or 36 kids have autism. And if you go back, I guess 18 years, that whenever that was done, it was 1 in 20,000. So we got from 20,000 to 34, 36. That's unbelievable. So there's something wrong. There's something wrong. We've done something wrong. There's something, you're going to figure it out. Maybe it's a spray that we spray all over the place that nobody else does. Other countries don't. The Pennsylvania Dutch, they don't do anything and they're amazingly healthy. Ce qu'il explique là, c'est qu'en fait, si l'autisme a pris une grande ampleur durant toutes ces années, ce serait dû à certaines pulvérisations. Alors, ça m'étonne qu'ils le découvrent. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ça fait des décennies qu'ils utilisent l'ensemencement des nuages pour contrôler le climat. Alors avant, c'était complotiste de le dire, mais bon, aujourd'hui, c'est officiel, hein, vous pouvez le voir. Et donc, ça me permet aussi de rendre hommage à une lanceuse d'alerte qui en a payé le prix et qui est morte le 25 décembre 2016, Claire Sévrac, qui déjà alertait sur ce sujet. Je vais vous mettre une vidéo où elle se présente et le pourquoi elle en est venue à se poser des questions. Je vous passe la vidéo. Bonjour, je m'appelle Claire Sévrac. J'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle Le complot mondial contre la santé. J'ai ensuite écrit un livre avec Sylvie Simon qui s'appelle La coupe est pleine, nos enfants sont plus précieux que le CAC 40. J'ai fait avant, alors comment j'en suis arrivée là, parce que c'est souvent la question qu'on me pose. En fait, j'ai été dans la musique, j'ai écrit des chansons pendant des années, principalement aux États-Unis pour plein d'artistes très connus. Et j'étais comme tout le monde, je voyais bien qu'il y avait des scandales dans la santé et tout, mais bon, après je revenais en studio faire mes petites musiques et voilà. Et puis un jour, je me suis fait vacciner. J'ai fait vacciner des gens de ma famille contre l'hépatite B parce que je suis rentrée en France et il y avait une énorme campagne sur l'hépatite B. Et je me suis dit, moi, je vais être une bonne mère et voilà, je vais faire ce qu'il faut. Et après, je me suis rendu compte que quand je suis revenue aux États-Unis, quelques temps après, je me suis rendu compte qu'il y avait des class action et que les gens se regroupaient et qu'il y avait des tas de problèmes avec ce vaccin. Et donc, effectivement, j'ai prié très fort que je ne sois pas la cause de maladies ou de choses terribles dans ma famille. Et bon, apparemment, ça s'est plutôt pas mal passé pour nous, mais en tout cas j'étais dans une colère noire parce que si on m'avait dit, moi, Basque et Bélier, que j'étais manipulée, j'aurais rigolé. En fait, j'étais comme tout le monde, extrêmement manipulée parce que je voyais à la télé et que je prenais pour de l'info, alors que c'était de l'intox. Et je me suis juré ce jour-là, je me suis dit, comment on peut être aussi bête? C'est-à-dire, ils me disent quelque chose et je cours le faire. Et j'ai dit, plus jamais je n'écouterai ce qu'ils disent et je me ferai ma propre idée avant de savoir ce que je dois faire ou pas. Donc, quand il y a eu quand ils ont commencé leur campagne sur le H1N1, je suis allée regarder pour moi et ma famille ce qu'il fallait faire. Et là, je suis tombée sur des trucs que j'aurais jamais imaginé que ça puisse exister, des conflits d'intérêts, des trucs, Baxter qui avait déposé le brevet du vaccin 1 an avant, enfin des trucs hallucinants, le fait qu'ils aient voté l'impunité des labos au cas où il y aurait des effets secondaires, enfin bref. Et donc voilà, j'ai commencé mon enquête comme ça, et après j'ai trouvé des trucs tellement horribles que je me suis dit, mais est-ce que c'est uniquement avec ce vaccin? Je suis allée voir des experts qui me paraissaient honnêtes aux États-Unis et ici.
Et puis après, j'ai regardé si ça s'était passé comme ça avant dans l'histoire, si c'était que pour ce vaccin-là ou pour d'autres. Et plus je tirais le fil d'Ariane, et plus je trouvais des trucs monstrueux. Et donc voilà, donc j'ai décidé d'en faire un livre. Après, je me suis intéressée à la nourriture et ainsi de suite. Donc voilà comment j'en suis arrivée là. Et après, je vais vous le raconter. Voilà qui était notre regrettée Claire Séverac. Alors je pense que ce qu'il faut tirer de tout ça, c'est qu'il faut se questionner, avoir un esprit critique sur ce qui nous entoure et ce qu'on nous raconte. Les élites, comme on les appelle, nous ont prouvé depuis des décennies qu'ils nous mentent allègrement sans que ça leur pose de problème et qu'ils ne nous veulent pas du bien. S'ils œuvraient pour le bien commun, ça se saurait. Donc il faut continuer à le faire, même si on a peur de passer pour des tordus ou des complotistes, c'est pas très grave. Et si quelque chose nous paraît anormal, eh bien il faut se questionner. Voilà, je vais vous laisser avec une conférence de Claire Séverac, un bout de conférence, c'est un peu long, mais c'est vraiment très 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 intéressant. Cette bouteille à la mer se termine là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. C'est des gros menteurs, parce qu'en 2004, à la demande pressante de certains journalistes de l'AFP, il y a des documents, beaucoup de documents de l'armée américaine qui ont été déclassifiés et qui portaient tous les détails des opérations qui avaient eu lieu. Et on se rend compte que tous les gens dont je parlais tout à l'heure ne rêvaient pas du tout. C'est-à-dire que pendant qu'ils traitaient tous ces gens-là de fous conspirationnistes, il y a la preuve qu'ils ont épandu sur Vegas, sur San Francisco, sur Corpus Christi, sur le Maryland, sur le sud de l'Angleterre. En 50, par exemple, sur San Francisco, ils ont épandu pour voir à quel point une ville peut être affectée par une attaque biologique et si c'est possible d'attaquer une ville portuaire à partir d'un bateau. On a eu un reportage il n'y a pas très longtemps sur l'A2 qui parlait de Pont Saint-Esprit et des épandages de LSD en France. Il y a eu aussi l'armée britannique qui a fait l'opération Cumulus, qui était soi-disant une répétition pour les changements météo en temps de guerre et qui a provoqué l'inondation d'une ville qui s'appelle Lynmouth où il y a eu 34 morts. En 1953, il y a eu le St. Joe Programme qui était toute une batterie de tests sur Winnipeg, sur Saint-Louis, sur Minneapolis, sur l'Ohio, au Texas. Ils ont épandu des tonnes de sulfure de cadmium de zinc pour déterminer, ça c'est dingue, le pourcentage des populations à qui on peut chimiquement infliger le cancer. C'est marqué dans le document. En 1955, il y a eu la CIA au-dessus de Tampa Bay en Floride avec des bactéries qui étaient issues des laboratoires militaires pour tester la capacité d'infecter les gens avec des bactéries. Cuba a déposé plainte en 1997 contre les États-Unis pour épandage en demandant des millions de dollars de dommages et intérêts. En Angleterre, le Guardian aussi a révélé en 2002 un énorme rapport du gouvernement qui confirmait que des essais avaient eu lieu depuis 1940 jusqu'à 1979 pour évaluer la vulnérabilité du pays en cas d'attaque des Russes. C'est-à-dire qu'au cas où les Russes attaqueraient, ils préféraient déjà balancer les trucs sur leur population pour voir ce que ça allait faire. Et donc, il y a eu des centaines de tests comme ça pendant la guerre froide sur les militaires et sur les civils, à leur insu, bien sûr. Jusqu'à entre 61 et 68, il y a eu aussi une opération qui s'appelait Large Area Coverage, LAC, où il y a plus d'1 million de personnes qui ont été infectées sur les côtes du sud de l'Angleterre par les bactéries E. coli et Bacillus globigi. Et aussi l'usage d'anthrax et de bactéries bizarres et de germes mortels sur les Caraïbes et sur une île écossaise. Donc en fait, tout ça a existé, il y a les preuves que ça a existé, les documents existent. Donc il faudrait croire maintenant que c'est pas vrai, maintenant ils épandent plus, ça n'existe pas. Quand ce qu'on voit dans le ciel en fait, et les substances que l'on retrouve dans la terre, et dans les analyses de sang, parce qu'il y a Axepica, etc., qui ont fait des analyses de résidus, et des gens qui ont fait analyser leur sang, dans lequel on retrouve effectivement du barium, du strontium. Et en fait, c'est exactement ce qui est décrit dans les brevets, j'en parlerai tout à l'heure, et c'est exactement ce qu'on trouve dans les résidus de chemtrails dans la Terre. Donc c'est un peu difficile de croire que c'est pas vrai. Et aussi, si on regarde les archives des brevets américains, on se rend compte qu'il y a des centaines de brevets depuis 30 ans qui affinent complètement la technique pour faire les épandages.
jusqu'au brevet Welbach, qui est le plus connu et celui qui sert en ce moment, qui permet d'ensemencer l'atmosphère, la stratosphère, avec des particules d'oxyde d'aluminium qui en fait empêchent les rayons entrants. Il pulvérise des particules d'aluminium en disant que les rayons du soleil, en frappant ces particules, retournent dans l'atmosphère et que ça empêche le réchauffement. Il y a aussi les traités qui sont très très instructifs quand on regarde les traités qu'il y a eu à ce moment-là. Parce que justement, comme j'ai vécu aux États-Unis, je me demandais souvent, quand j'écrivais le bouquin, pourquoi il n'y avait pas eu de plainte. Parce que quand on vit aux États-Unis, on sait qu'il y a des avocats derrière tous les arbres du boulevard et derrière tous les bancs publics. C'est tous ceux qui sortent de l'école et qui veulent se faire des clients qui sont là pour vous demander si tout va bien, si vous ne voulez pas attaquer le studio, le restaurant, etc. Et je me disais, comment ça se fait qu'ils aient jamais fait des class action pour attaquer... parce qu'ils avaient la preuve qu'ils avaient été pulvérisés. Et en fait, je suis tombée sur un traité qui s'appelle le traité ANMOD, qui est une convention sur l'interdiction d'utiliser les techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou hostiles. Alors, c'est effectivement interdit que les forces militaires épandent des armes chimiques sur l'ennemi. Mais quand on lit le traité en entier, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a marqué que c'est autorisé dans un but pacifique et à but de test pour protéger sa propre population. C'est-à-dire on n'a pas le droit de pulvériser l'ennemi, mais on peut pulvériser ses citoyens. J'avoue que ça m'a laissé... c'est tellement incroyable de voir comment ils manigancent pour pouvoir nous manipuler. Il y a un autre traité en 2001 aussi qui s'appelle le 2001 Space Preservation Act qui mentionnait les chemtrails parmi les armes exotiques. Mais il y avait aussi les ultra basses fréquences, les armes tectoniques et même les armes extraterrestres. Comme par hasard, le 2001 Space Preservation Act n'a pas été ratifié par le Congrès. Il a été immédiatement mis de côté, supprimé. Et on a vu sortir le 2002 Space Preservation Act qui disait la même chose, sauf que la liste des armes avait disparu. Exit l'existence officielle des chemtrails, ça n'existe plus. Ce qui prouve déjà la volonté de dissimuler ce qui se passe et aussi la véracité de leur existence, parce que sinon, ils n'essaieraient pas de le cacher. Et la perle dans l'histoire, c'est un traité que j'ai retrouvé par une université canadienne, un traité de 1975 entre les États-Unis et le Canada, qui dit exactement, je cite, « Conscients en raison de leur proximité géographique, que les effets des activités visant à modifier le temps exercées par l'une ou l'autre partie peuvent avoir des répercussions sur le territoire de l'autre partie. » En clair, ils font un traité pour se dire qu'ils devraient se tenir au courant puisqu'ils épandent des deux côtés de la frontière. J'ai du mal à croire que deux pays de la taille des États-Unis et du Canada fassent des traités pour des trucs qui n'existent pas. Bon. Depuis, il y a plein de responsables qui ont parlé. Il y a des techniciens, des mécaniciens, des policiers, dont un qu'ils avaient surnommé Deep Sky, qui a beaucoup parlé à William Thomas, le journaliste dont je parlais tout à l'heure, qui a donné beaucoup de preuves sur l'aménagement des avions, sur les substances qui étaient épandues, comment ça se faisait à l'intérieur des avions sans que les pilotes soient forcément au courant, les vols qui épandaient, jusqu'à ce qu'on le retrouve asphyxié dans sa voiture. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Ted Gunderson, qui était le patron du FBI à Los Angeles. Ce monsieur n'était pas n'importe qui, parce que c'est à lui qu'avait été confiée l'enquête sur la mort de Kennedy, sur la mort de Marilyn Monroe. Et il passait sa retraite en plus à débusquer tous les réseaux pédophiles, etc. Et il parlait vraiment, quoi. Il balançait vraiment. Et lui avait dit les épandages, c'est un génocide, un empoisonnement par les Nations Unies. Il disait d'où venaient les avions, où ils étaient stationnés, quelle était leur marque, à qui ils appartenaient. Il a tout balancé. Évidemment, d'après son ami et médecin qui était là quand il est mort,
Le violet qu'il avait sous ses ongles, sur la tête et sur les pieds, juste après sa mort, d'après lui, prouvait un empoisonnement à l'arsenic. Il y a aussi une ex-militaire qui s'appelait Kristen Megan, qui raconte comment elle est rentrée dans l'armée américaine. Et son rôle dans l'armée américaine, son job, c'était de regarder l'impact des techniques dont se servait l'armée américaine sur l'environnement. Et en fait, les gens, effectivement, dans la rue, ou ses amis lui disaient « Mais qu'est-ce que tu penses des chemtrails ?» Elle n'était pas du tout au courant. Donc elle a évidemment regardé les documents qui étaient à sa disposition. Elle s'est aperçue qu'il y avait des tonnes et des tonnes de barium, d'aluminium et de strontium achetés par l'armée américaine. Et elle a donc posé des questions à sa hiérarchie, qui lui a fortement recommandé de se taire et qui l'a mutée dans un autre service, où elle a recommencé la même chose, jusqu'à ce qu'elle ait des pressions, des menaces sur sa fille, etc. Elle a fini par démissionner. Et maintenant, elle aussi dénonce et dit ce qui se passe.